aborder notre cinquième module. Et c'est un module que j'approche toujours avec beaucoup d'appréhension parce que naturellement c'est pas du tout mon domaine d'activité, je n'y connais rien et si vous me posez des questions, la réponse sera je ne sais pas. Hein. Mais bon, en attendant, j'ai quand même fouillé un petit peu pour vous et vous donner une espèce d'aperçu de panorama de ce qu'on pense aujourd'hui de cette partie qui nous intéresse tous bien sûr, qui est l'émergence de la vie dans l'univers, et la vie dans l'univers, bon, c'est encore la vie qu'on a sur Terre, mais aussi les efforts que l'on fait aujourd'hui pour trouver cette vie dans l'univers et peut-être aller l'observer in situ, sur place. Donc ce petit module, il est organisé en 3 parties. Une partie un petit peu introductive où je vais, comme d'habitude, vous donner quelques outils, mais là très très généraux puisque c'est pas mon domaine d'activité. Une partie sur l'origine de la vie elle-même, savoir comment elle a été formée, les dernières hypothèses sur la façon dont elle a émergé, d'un point de vue biochimique, là, hein, cela s'entend. Et ensuite, la vie, où va-t-elle, la deuxième partie. Donc, accrochez-vous, c'est parti. Alors, en guise d'introduction, je me suis dit, je vais quand même aller voir comment la vie est définie un petit peu partout. Et puis quand j'ai commencé à regarder, je me suis aperçu que c'était pas simple. Hein. Si vous allez sur Internet et que vous tapez définition de la vie, vous allez tomber sur quelque chose qui vous dit il y a 123 définitions répertoriées. Hein, ça a été fait par ce monsieur Trifonov de la vie, sous une forme ou une autre. Alors j'ai pris celle qui me semblait la plus générale. Et quand on la lit, en fait, on se dit, mais il parle absolument pas de vie. Mais bon, c'est la façon la plus globale de la définir. Donc c'est le caractère propre à la matière qui possède des structures complexes, qui est capable de résister aux diverses causes de changement, apte à renouveler par assimilation les événements constitutifs et à croître et à se reproduire. Voilà, donc c'est ça la vie. Hein, pour un biochimiste ou pour quelqu'un qui se dit j'observe quelque chose, est-ce que c'est de la vie? Parce qu'il faut bien se dire que sur Terre on sait très bien ce que c'est que la vie, mais dès qu'on va aller dans un endroit un petit peu étrange, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc il faut se trouver une définition qui permette d'englober un petit peu les caractéristiques. Et donc bien sûr, au-delà de la vie, il y a la vie consciente, puis la vie communicante, et puis la vie communiquante par des voies aériennes ou des voies technologiques. Donc la vie technologique. Tout ça, ce sont des avatars, je dirais, de cette définition initiale. Et plus on progresse dans la complexité de la définition, plus c'est facile pour nous de reconnaître une vie quelconque, hein, puisqu'on fait partie de la dernière catégorie. Remarquez que je n'ai pas mis intelligent ici, hein, dans la liste. Hein. La deuxième partie d'introduction, bien sûr, c'est que la vie sur Terre, elle est basée sur la biochimie organique, c'est-à-dire l'assemblage complexe de 4 éléments chimiques, le carbone, l'azote, l'oxygène et l'hydrogène. Et la question qu'on peut se poser, c'est ce modèle terrestre, est-il le modèle universel ou est-il un modèle comme les autres ? Et en fait, il y a un certain nombre de raisons qui nous font penser que c'est un modèle universel qui s'est développé sur Terre parce que c'est le plus facile à créer. Le premier, c'est l'abondance des matériaux. Vous voyez ici, de 1 à 10, les 10 matériaux les plus prégnants dans l'univers. Bien sûr, il y a l'univers et l'hélium, hein, on l'a vu au dernier module sur la cosmologie. 98% de la matière est faite de ça. Et puis le reste, c'est l'oxygène, le carbone, le néon, le fer, l'azote, le silicium, etc. Donc tous ces atomes ici qu'on utilise en tant qu'oligo-éléments dans nos molécules, dans nos protéines, ce sont les atomes les plus fréquents dans l'univers. Alors pourquoi le carbone plutôt que le silicium, qui sont 2 atomes ayant exactement la même configuration électronique? Mais tout simplement parce que le carbone fabrique des éléments plus solides. Le carbone et le silicium pourraient être sous la même forme. Vous pourrez remplacer tous les atomes de carbone par des atomes de silicium, sauf que votre molécule serait moins solide que la molécule de carbone. Et donc, la vie sur Terre a utilisé les éléments les plus abondants, les plus solides, pour fabriquer cette espèce de programme vital. Quels outils utilise-t-on pour l'étude de la vie, sous toutes ses formes? Alors bien sûr, il y a d'abord la chimie,
la chimie et la biochimie, qui explique les liens covalents entre les différents éléments, molécules de plus en plus complexes et organiques. Il y a la géologie, ça c'est plus pour découvrir les traces fossiles de la vie par différentes méthodes. Il y a la cladistique. Alors la cladistique, c'est, vous savez, la capacité à analyser un ensemble à partir des propriétés des éléments. Donc prenez un ensemble, vous définissez un certain nombre de propriétés et vous regardez quelles propriétés se ressemblent au sein de l'ensemble. C'est vraiment une analyse purement mathématique, hiérarchique, en amassement. Et c'est une technique qui a été développée au début du XXe siècle et qui a prouvé sa puissance et sa capacité de synthèse des différentes branches de la vie. Et puis bien sûr, aujourd'hui, on sait que la vie est faite à partir du codage ADN, ARN, et donc il y a toute la partie génétique, de forme biochimique, analyse des gènes, pour comprendre le génotype des différentes espèces, et relier le génotype au phénotype. Vous savez qu'il n'y a pas de lien direct entre la façon dont la vie est codée, le génotype, et la façon dont ce codage s'exprime sous forme de génotype. Et parfois c'est facile, parfois c'est très très compliqué de savoir si un gène va s'exprimer ou non. Ça va dépendre de l'environnement, ça va dépendre de beaucoup de choses. Et donc les deux se parlent, mais ne sont pas directement reliés. Donc c'est ça qui fait l'intérêt. Bien. Alors, on commence maintenant. La vie, d'où vient-elle? Alors sur Terre, on pense que les premières formes de vie, on les observe encore aujourd'hui sous forme de ces stromatolites. Vous savez, ce sont des agrégats de matière calcaire qui s'accumulent sous forme de blobs au bord de la mer. Ça ici, c'est en Australie. Et ces agrégats sont les déchets d'une forme de vie qu'on appelle les archéobactéries, ou les algues rouges, qui sont une forme de vie extrêmement primitive, anaérobie, donc qui n'utilise pas l'oxygène, mais qui en produit comme déchets, et qui produit plutôt du sulfure d'hydrogène et des matériaux un petit peu exotiques pour pouvoir survivre et contribuer à son développement. Et donc, première forme de vie sous forme de stromatolite, de quand date-t-elle? Ben ça, c'est encore des questions que l'on se pose. Mais on pense que les premières formes de vie maintenant datent d'il y a à peu près entre 3 et 4 milliards d'années. C'est développé les premières formes de vie monocellulaire sous forme anaérobie. On y reviendra. Alors, d'un point de vue extérieur, on peut se poser la question de comment la vie a émergé sur Terre. Et il y a deux hypothèses qui sont encore toutes les deux extrêmement recherchées et pour lesquelles on n'a pas de réponse. La première, c'est une provenance extraterrestre. C'est celle qu'on appelle la panspermie. C'est-à-dire, la vie complexe s'est formée dans des milieux extérieurs et est arrivée sur Terre sous forme de crash de comètes, d'astéroïdes qui contenaient ces molécules complexes. Et ces molécules complexes ont fini par se mélanger sur Terre et faire émerger un programme qui était déjà existant. Et la deuxième hypothèse, c'est que tout s'est passé sur Terre, et ça c'est l'hypothèse de la biogénèse. Alors je vais passer un petit peu des arguments sur l'une et l'autre des hypothèses. La première hypothèse de panspermie a émergé à partir du moment où on a commencé à observer le ciel en radio, avec ces grands radiotélescopes. Vous avez ici le télescope ALMA sur la gauche, dans l'hémisphère sud, à Charmantor, vous savez. Et donc lui, il est spécialisé dans l'observation de molécules très froides du milieu interstellaire. Et quand on a commencé à observer le milieu interstellaire, on s'est aperçu qu'il fourmillait de molécules de type organique. Quand on observe le milieu interstellaire, là où il n'y a rien, autour des étoiles, on s'aperçoit qu'il n'est pas vide, qu'il est plein de poussières, et que ces poussières sont extrêmement riches en matériaux de type organique. On ne peut pas dire que c'est un matériel organique, mais on peut dire que ce sont des molécules qu'on retrouve aussi dans la vie. Et donc, ces molécules complexes, dans la galaxie, il y en a partout. Il y en a bien sûr dans notre système solaire, pas uniquement sur Terre, mais aussi dans les autres planètes autour de nous. Et l'hypothèse, c'est que ces molécules se sont agrégées en poussière, et que ces poussières se sont agrégées autour des nuages moléculaires qui ont formé notre système solaire et qui ont finalement ensemencé les planètes, dont la Terre, qui, elle, a développé la vie.
Et vous avez ici un exemple de cette molécule, ici, l'éthanol de l'alamine, qui est une protéine alors je ne sais pas pourquoi elle sert, hein, elle est observée, vous voyez, dans ce nuage interstellaire qui est à quelques années-lumière de nous. Et ce que vous voyez ici, c'est la signature en rouge théorique de la molécule et son diagramme qui sort bien dans toutes les molécules. Et vous n'avez pas que celle-ci, à côté vous avez toutes sortes de molécules qui ont été ajoutées sous forme d'alcool. Vous avez de l'éthanol, du méthanol, enfin bon, toutes ces molécules qui sur Terre sont formées par la vie et qui dans l'espace sont également observables. Alors, sur Terre, on observe des phénomènes où l'eau est liquide. On sait que l'eau est liquide quelque part, et donc ces composés organiques, on les observe dans des océans primitifs autour des satellites des planètes géantes. Donc là, vous avez ici la planète Saturne, qu'on a vu dans un des modules, et vous avez toute une série de petits satellites autour de Saturne, et chacun de ces satellites contient d'abord des traces de molécules complexes, organiques, et beaucoup d'entre eux contiennent aussi des océans. Et ça, on l'a découvert relativement récemment, sous la croûte de ces satellites, en raison des interactions de marée entre le satellite et la planète géante, vous avez des océans sous-marins. Et ces océans, parfois, ils se craquellent pour des raisons de force de marée, et ils émettent des geysers d'eau qu'on peut observer. Et quand on observe ces geysers d'eau, on retrouve dans ces geysers d'eau des composés, alors bien sûr l'eau, mais aussi du dioxyde de carbone et d'autres composés organiques qui sont éjectés dans le milieu et qu'on détecte avec ces radiotélescopes. Donc il y a des molécules organiques un peu partout dans les planètes du système solaire. Et donc s'il y en a partout, il y en a aussi dans les astéroïdes, et certains de ces astéroïdes, ils finissent par s'écraser sur Terre. Et donc quand on prend des météorites, alors vous savez, un petit rappel, la météorite c'est le rocher qui arrive sur le sol, le météore c'est celui qu'on voit sous forme d'étoile filante, hein, et l'astéroïde c'est le météore qui ne s'est pas encore craché sur Terre ou qui tourne autour du Soleil. C'est tous les mêmes composés, ces petites planètes, à des échelles différentes. Et donc les éléments de la vie se retrouvent dans ces astéroïdes. Hein, on retrouve dans les astéroïdes, on les coupe en deux, on mesure ce qui est leur contenu, et on trouve de l'eau, des acides aminés, de l'ammoniac, enfin toutes sortes de molécules qui sont des bases tout à fait importantes pour le développement de la vie. Et donc ces molécules se retrouvent dans le système solaire autour de nous. Quand le système atterrit sur la Terre, les molécules au centre ont préservé ces molécules organiques, et ces molécules organiques ont pu ensemencer le sol. Alors, c'est pas vraiment une évidence hein, qu'un météore tombe sur Terre, brûle à plusieurs milliers de degrés en surface, finisse par s'écraser. L'idée qu'il puisse préserver un certain nombre de molécules complexes est pas évidente. Donc il a fallu faire l'expérience, elle a été faite ici, avec cette espèce de boule ici, qui est en fait un satellite artificiel, qui a été envoyé, on lui a mis des composés organiques à l'intérieur, et on l'a laissé se cracher sur Terre, puis on allait voir ce qui restait, et on s'est aperçu qu'il avait gardé la quasi-totalité de ces molécules à l'intérieur, donc c'est possible. Hein. Donc l'expérience nous montre que l'hypothèse des astéroïdes qui ramènent de la vie des éléments organiques est tout à fait plausible. Et en fait, on pense que c'est même les astéroïdes qui ont amené la totalité des océans à la surface de la Terre. Alors, une fois qu'on a des molécules, des éléments de base de la vie, que se passe-t-il ? Il faut beaucoup de temps pour faire émerger ces processus, et donc il faut un milieu qui soit relativement chaud, dense et humide, avec de l'eau. Et puis il faut un milieu qui ressemble au milieu initial terrestre, et j'y reviendrai. Et donc là, c'est l'hypothèse 2. Supposons que les molécules qui arrivent de l'espace ne sont pas suffisantes. Est-ce qu'on a les éléments sur Terre pour pouvoir faire émerger la vie à partir uniquement des molécules qu'on a ici? Et donc il y a deux endroits où on retrouve des conditions qui ressemblent aux conditions terrestres au tout début de sa vie. Ce sont les zones, ce qu'on appelle les fumeurs noires, hein, donc les sources hydrothermales profondes dans l'océan.
où vous avez des pressions et des compositions d'éléments autour des sources qui ressemblent beaucoup, pense-t-on, au début de la vie sur Terre. Et ces zones-là sont des oasis de vie aujourd'hui, qu'on a découvert dans les années 80 avec les premiers sous-marins. Donc de la vie ici, et puis dans ces zones extrêmes, autour des rifts africains, en plein désert, dans les zones extrêmement acides, avec des eaux qui peuvent atteindre 90 voire 100 degrés, très salées, très acides, on retrouve aussi des formes de vie extrémales dans des conditions qui ressemblent, semble-t-il, au début de la vie. Bon, la vie existe aujourd'hui ici, ça peut être des zones où la vie a pu se développer, c'est pas le mien, heureusement. Alors, on a vu les deux hypothèses ne sont pas tranchées, d'ailleurs l'une et l'autre peuvent se recouper, les deux sont probablement vraies, on a probablement un grand nombre de molécules qui sont arrivées de l'espace, et un grand nombre de molécules qui ont été formées sur Terre. Donc c'est un petit peu une question, je dirais, qui va se régler dans les années qui vont venir, mais qui n'est pas centrale, parce que ce qui est vraiment central, c'est comment la vie, à partir de ces molécules, a fini par émerger. Et ça, on a vraiment fait pas mal de progrès ces dernières années, jusque dans les années 2020, sur les origines de la vie. Donc là, je vous ai mis tous les liens qui vont vous permettre d'approfondir un petit peu ce domaine-là. Et en particulier, ce dernier ici, qui est un livre merveilleux, qui a été traduit en français cette année, et qui vous permettra de voir à la fois une partie de l'histoire de l'univers, qui va du début jusqu'à la fin, jusqu'à la vie. Donc je vous conseille cette lecture, sous forme d'un dialogue entre deux physiciens. Alors, les étapes de l'émergence de la vie, elles sont sous 4 formes. Le premier élément, c'est un élément de conditions initiales. On pense que la Terre, au tout début, avait une atmosphère qui était réductrice, c'est-à-dire qu'elle était riche en électrons. Ce qui n'est pas du tout le cas de notre atmosphère. Notre atmosphère aujourd'hui est oxydante. Elle est riche en oxygène, donc elle va avoir tendance à capturer les électrons, à oxyder les éléments qui la contiennent. Là, c'était pas ça. Là, il y avait beaucoup d'électrons et on avait une atmosphère qui était très riche en électrons. Deuxièmement, cette atmosphère a probablement produit des composés organiques simples, des bases, de polymères, sous l'action de diverses sources d'énergie. Donc deuxième étape. Troisième étape, ces composés, ils se sont accumulés, alors par sédimentation peut-être, et au fil du temps, au fil des centaines de milliers d'années, se sont accumulés dans des couches, formant une espèce de soupe chimique dans laquelle il y a eu un très grand nombre de réactions chimiques en permanence, continues, dans ces zones-là, une sorte de boue peut-être, alors ou bien de la boue dans les dorsales océaniques, ou bien de la boue côtière, dans des zones où se sont accumulées ces molécules. Et donc là, tous les éléments chimiques étaient réunis. Et puis, la phase 4, c'est le développement de polymères, de molécules complexes de grande taille, et de composés plus complexes, qui se sont développés dans ce mélange pour finalement conduire à la vie. Alors on comprend bien que tout ça c'est assez facile, ça c'est beaucoup plus compliqué. Parce que conduisant finalement à la vie, c'est une petite phrase, mais c'est elle qui contient toute la complexité de l'aventure. Bon, on va essayer de rentrer un petit peu dans ces éléments-là. Alors, en détail, d'un point de vue biochimique, la vie, qu'est-ce que c'est quand on regarde un être vivant? Eh bien, c'est à la fois un moteur, un métabolisme, un processus qui génère de l'énergie. Et ce moteur, ce sont des réactions catalytiques, chimiques, qui inversent localement l'entropie. Alors ça, c'est vraiment une approche physique. Donc vous avez de l'énergie sous forme dégradée, sous forme chimique, sous forme thermique, ou sous forme de lumière, et cette énergie est récupérée et transformée sous forme d'énergie mécanique par ces processus métaboliques. Donc utilisable directement pour construire des molécules de plus en plus complexes. Et donc ce métabolisme biologique, il s'appuie sur des systèmes de molécules complexes qu'on appelle des enzymes, et ces enzymes, elles sont produites par un programme qui est codé sous forme de gènes ADN et qui extrait donc ces molécules, et donc le cycle du moteur permet de produire ces molécules. Alors, un métabolisme le plus simple qu'on connaisse, par exemple le métabolisme cellulaire végétal, le voilà. Donc ça, c'est un métabolisme vraiment de base, qui forme des végétaux. Alors vous voyez, je ne vais pas vous expliquer tous les détails, parce que j'y comprends rien,
Mais vous voyez la complexité du système métabolique le plus simple qu'on puisse imaginer. Et dans ce système métabolique, vous avez un très grand nombre de cycles de moteurs qu'on commence à comprendre un petit peu. Par exemple, les cycles de Krebs qui permettent d'extraire des molécules à partir d'acides qu'on retrouve dans à peu près tous les végétaux et dans toutes les formes de vie. On les retrouve comme sous-partie de ce système. Mais ce système-là, il a bien dû émerger. Et comment a-t-il émergé? On n'est pas encore tout à fait prêt à connaître tous les détails, mais on commence à les étudier point par point. Et donc ce métabolisme, ce moteur, il s'appuie sur un programme qui est le codage ARN-ADN. Donc acide désoxyribonucléique et acide ribonucléique, qui sont deux formes de programmation un petit peu proches, avec des molécules qui se ressemblent mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Et donc ce codage, eh bien lui, il stocke l'information et il réplique. Il réplique les composés sous impulsion du métabolisme qui lui dit maintenant il faut que tu produises tel type de molécule, etc. Et donc la réplication de l'ADN lui-même, le système de réplication permet d'entretenir, de stocker l'information et de reproduire les molécules. Donc c'est vraiment un programme auto-apprenant. C'est vraiment une intelligence artificielle qu'on a ici, sous forme biochimique, qui nous permet à la fois de produire des molécules pour le moteur et de stocker et d'enregistrer de nouvelles informations en forme de mutation. Et donc de produire tous les besoins du métabolisme biologique. Alors le codage, on sait ce que c'est les doubles hélices ADN qui a été découvert par Crick et Watson, prix Nobel en, je ne me souviens plus quelle année, dans les années 60 je crois, quand même. Mais avant ça même. 53, quelque chose comme ça. Ils ont découvert en 53. Ah non, donc le prix Nobel est postérieur. Ouais. Et donc voilà, on connaît bien, ce sont des bases azotées de 4 composés acides aminés, à partir desquels sont formés tous les gènes sous une forme extrêmement intelligente de stockage, hyper compacte en plus. On a calculé que si on devait coder toute la Bible en utilisant le même processus que l'ADN, ça nous prendrait 3 grammes de matériaux pour coder toute l'information biblique, pas tous les livres. Et donc c'est hyper efficace comme système de stockage. Alors la physiologie de la vie, on a vu le métabolisme, on a vu le codage, et aujourd'hui les deux sont tellement intriqués l'un avec l'autre qu'on a un problème de poule et d'œuf. On ne sait pas lequel a commencé, lequel a permis à l'autre d'avancer. Mais les deux existent et on ne peut pas imaginer la vie sans le système de programmation et son système de moteur. Et donc là, évidemment, c'est un peu compliqué de plonger un petit peu dans la complexité. Pour autant, on peut imaginer un processus physique robuste qui est basé sur l'idée très darwinienne de sélection positive. Donc globalement, que se passe-t-il? On a une soupe prébiotique avec des réactions chimiques qui ont lieu en présence de réactifs chimiques, donc les molécules qui sont arrivées de l'espace et qui ont été fabriquées localement, et d'énergie. Alors cette énergie, c'est sous forme de l'ultraviolet du soleil ou de chaleur qui provient des océans ou du fond de la Terre, chaleur magmatique. Et dans ces systèmes très riches, on peut avoir des réseaux de réactions chimiques cycliques, des réseaux qui s'entretiennent et qui capturent une partie de l'énergie sous forme catalytique. Et la catalyse, vous savez, c'est l'invention de Paul Sabatier de Toulouse. La catalyse, elle favorise certaines réactions et composés catalytiques par rapport aux autres. Et donc quand vous avez 2 ou 3 ou 4 ou 10 réactions possibles, c'est la réaction catalytique la plus efficace qui va manger en premier tous les composants et donc gagner la sélection. La sélection naturelle classique de type darwinien. Et donc si on applique ce modèle-là très simple à un ensemble de molécules, eh bien on va sélectionner, favoriser certains types de réactions catalytiques par rapport aux autres. Et ce sont les catalyseurs les plus résilients qui vont bénéficier de cette pression. Et là, vous voyez, c'est vraiment le mécanisme de base qui a fait émerger la vie et qu'on peut aussi appliquer au phénomène de sélection dans la vie elle-même.
on l'applique juste au phénomène de biochimie. Et cette hypothèse-là est très puissante, tellement puissante qu'on commence à savoir faire des expériences où on reproduit cette pression catalytique et cette sélection de réactions. Et vous voyez, dans les 10 dernières années, il y a une équipe de Cambridge qui a réussi à observer des réactions autocatalytiques de glycolyse, donc c'est fabrication du brûlage du glucose pour fabriquer de l'énergie, ou de glucogénèse. Alors ça c'est la réaction qui la brûle, donc, qui forme de l'énergie, c'est la réaction qui prend de l'énergie et qui fabrique du sucre. Ainsi que le fameux cycle de Krebs, dont je vous ai parlé. Et donc ils ont réussi à faire ça dans un milieu totalement stérile. Ils ont juste mis des molécules complètement stériles, ils ont donné un peu d'énergie, puis ils ont vu se former automatiquement ces molécules cycliques et ces systèmes cycliques. Donc on sait que le modèle, il y a une certaine base expérimentale, et donc on continue à essayer de développer ce type de réaction autocatalytique pour voir quelles sont les réactions les plus résilientes. Alors quels sont les composés de cette chimie prébiotique dans laquelle vous avez des réactions catalytiques de plus en plus efficaces? Eh bien vous avez ce qu'on a dans notre corps à nous, c'est-à-dire les graisses, qui sont en fait des longues molécules polymères, sous forme de graisse, qui, elles, forment les membranes qui donnent nos cellules. Vous avez les sucres, donc les hydrates de carbone, qui sont les bases de l'énergie et qui sont en partie utilisées aussi pour fabriquer les membranes. Puis vous avez les bases azotées, alors elles, c'est les bases qui servent à fabriquer les protéines, et donc c'est les molécules qui sont fabriquées par les ribosomes pour créer tout un système de briques d'acides aminés qui permettent elles-mêmes de fabriquer des molécules organiques de plus en plus complexes. Et puis vous avez les acides nucléiques. Alors, les acides nucléiques, c'est celles qui sont à la base de la formation des gènes, donc du codage lui-même, donc qui vont stocker l'information permettant de faire fonctionner le métabolisme et fabriquer les protéines. Et puis les protéines, bien sûr, eh bien, c'est le résultat des 4 premières étapes qui permettent de faire émerger des propriétés émergentes de biochimie à partir de protéines de plus en plus complexes. Et ce sont aussi les protéines qui vont catalyser par cascade des réactions de plus en plus complexes. Voilà, donc ça c'est le moteur qu'on pense à peu près logique et qui est à l'œuvre dans la création des premiers phénomènes biochimiques. Et donc toutes les théories que l'on peut avoir, que l'on observe dans la vie aujourd'hui, elles doivent prendre en compte ces caractéristiques et ces différentes molécules. Donc c'est vraiment toute la recherche en biochimie qui s'oriente, qui s'appuie sur cette d'expliquer un petit peu les conditions initiales du système. Pourquoi la vie s'est-elle formée sur Terre et pas ailleurs, dans le système solaire? Parce qu'on a beau envoyer des satellites sur Mars et des sondes un peu partout sur le système solaire, on n'a pas encore vu de vie et probablement qu'on n'en verra pas. Pourquoi? Pourquoi sur Terre et pas ailleurs? Alors il y a deux grandes propriétés importantes qui, pense-t-on, ont vraiment permis à la vie d'émerger sur Terre. La première, c'est que ce n'est pas une planète trop grosse, et donc sa gravité n'est pas suffisante pour écraser et détruire les molécules organiques qui sont relativement fragiles, mais elle est suffisante pour garder l'atmosphère autour de nous. Donc formant un intervalle de masse qui n'est pas trop grand, pas trop petit. La Lune, on peut très bien vivre sur la Lune, mais il n'y a pas d'atmosphère parce qu'elle n'est pas assez massive. Jupiter, on poserait 9 fois notre poids, on serait aplati comme des crêpes, on ne pourrait pas vivre sur Jupiter, c'est une planète trop massive. Et donc c'est vraiment la bonne dose. La deuxième, bien sûr, que je n'ai pas marqué là, c'est qu'elle a une distance du Soleil qui permet à l'eau d'être liquide et d'avoir un système concentrationnaire de molécules dissoutes. L'eau a des propriétés absolument phénoménales pour concentrer la matière et lui permettre de vivre sous une forme qui permet d'être interactive, sous forme d'ion. Et puis la deuxième raison, à laquelle on ne peut pas penser au départ, c'est que l'orientation de l'axe de rotation de la Terre, il est extrêmement stable. Et pourquoi est-il stable? Eh bien c'est grâce à la Lune, qui est là. Donc là, il y a un petit modèle assez récent de formation de la Lune. Vous voyez ici
un objet de la taille de Mars qui a frappé la Terre au tout début, hein, quand le Soleil vient d'être formé, donc on est il y a 4 milliards d'années. Et vous avez que cette masse ici a formé 2 globes. Le premier est tombé sur la Terre, le deuxième c'est la Lune, hein, celui qui est là-haut au fond, là, qui est en train de se mettre à peu près à la bonne distance. C'est la Lune. Voilà, donc on pense que la Lune s'est formée comme ça. Et l'interaction entre la Terre et la Lune fait que la Lune prend une partie de son énergie à stabiliser la Terre et à s'éloigner de la Terre. Ici on a une autre vue du même phénomène, où on voit l'espèce d'explosion et d'arrachage de la matière. Alors comment sait-on que c'est vraiment ce phénomène-là qui est le cas? Tout simplement, la Terre et la Lune ont une composition extrêmement proche, et en particulier dans un côté de la Terre et un côté de la Lune. Donc on pense que c'est à ce moment-là qu'il y a d'ailleurs une collision rasante entre la Terre et la Lune, qu'on peut expliquer de cette façon-là. Et donc, aujourd'hui, eh bien, la Lune est au bon endroit, hein, à peu près à une 60aine de rayons terrestres. Elle a une orbite synchrone, c'est-à-dire qu'elle est dans une orbite la plus stable qu'on puisse imaginer, mais pour autant, elle s'éloigne de la Terre à quelques centimètres par siècle. Hein. Et donc, elle s'éloigne de plus en plus. Mais aujourd'hui, elle permet de stabiliser l'obliquité de la Terre à quelques degrés. Et ça stabilise les saisons. Et donc, ça stabilise le système, l'écosystème dans lequel la vie peut émerger. Alors, de façon assez anecdotique, dans quelques milliards d'années, 1,5 milliard d'années, la Lune ne sera plus à 60, mais à 66 rayons terrestres. Et à ce moment-là, les effets bénéfiques de la Lune vont s'inverser. Et l'oscillation de l'obliquité de la Terre va devenir beaucoup plus grande. Hein, aujourd'hui, elle est autour de 23 degrés, et à cette époque-là, les oscillations rendront l'orbite entre 22 et 38 degrés. Vous voyez, ça fera quelque chose comme ça. Et ça aura fait un effet catastrophique sur le climat. Et donc, ce sera beaucoup plus compliqué pour la vie de continuer à vivre dans 1,5 milliard d'années. Enfin, je vous rassure, on sera déjà parti, parce que dans 800 millions d'années, le Soleil sera trop brillant, on sera sorti de la zone, voilà. Donc, nous, on sera parti avant. Mais vous voyez, c'est quand même ce qui est frappant, c'est le fait que tout ça, ce sont des conditions qui s'ajoutent, qui s'accumulent pour expliquer pourquoi la vie s'est exprimée sur Terre et pas ailleurs. Et puis bien sûr, il y a l'océan, l'océan de surface. Alors on sait maintenant aujourd'hui que la composition isotopique des océans est la même que l'eau qu'on retrouve dans les astéroïdes, et ce n'est pas la même que l'eau qui est enfouie en profondeur sur la Terre. Vous voyez ici le volume complet de tous les océans qu'on retrouve sur la Terre, hein, si on les exprime sous forme de sphères, pas bien grand. Hein. Mais toute cette eau-là a été apportée par les astéroïdes et les comètes, qui se sont écrasés ou qui se sont vaporisés dans l'atmosphère, et ensuite il n'y a plus. Il n'y a plus pendant le déluge, hein. Il y a eu un déluge, c'est le moment où la Terre a eu toute cette eau qui s'est accumulée en surface. Et l'eau interne de la Terre, qui représente peut-être 10 à 100 fois la quantité d'eau qu'on a ici, elle est inaccessible. Hein, mais on a beaucoup plus d'eau au centre de la Terre que d'eau en surface. Et cette eau, elle est extraterrestre pour nous. Elle est arrivée de l'extérieur. Et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, on a une Terre habitable. Alors, la Terre primitive, ce n'était pas du tout la Terre aujourd'hui. Je vous l'ai dit, il y avait un océan qui s'est formé, très acide, et une atmosphère probablement très très acide. On pense que l'atmosphère terrestre est à peu près la même que celle qu'on a autour de Vénus aujourd'hui. Hein, donc beaucoup d'acide sulfurique, extrêmement agressive. Donc la Terre primitive, elle n'était pas du tout propice à la vie aérobie. Hein, c'est-à-dire en gros nous. Le Soleil était entre 20 et 30% moins brillant qu'aujourd'hui, donc c'était plus froid. Et l'atmosphère était aussi extrêmement riche en CO2 et en azote. Et il n'y avait pas d'oxygène. Donc la vie a dû développer un système qui puisse émerger dans ces conditions-là. Et donc la composition de l'atmosphère de la Terre, c'était beaucoup de dioxyde de carbone, beaucoup d'eau, bien sûr, de vapeur d'eau, donc beaucoup d'effets de serre, heureusement, hein, parce que le Soleil était moins brillant, donc si l'eau aurait été gelée, sans effet de serre. Et puis beaucoup d'ammoniac, donc azote, hydrogène, et du méthane. Alors le méthane, c'est un gaz qui est très courant hein, dans l'univers,
beaucoup plus que l'oxygène ou l'azote, le diazote. Et donc ce gaz enrichissait le système de la compression terrestre. Il y avait aussi des formes d'H2S, donc de sulfure d'hydrogène. Les océans, on pense, étaient à une température autour de 70 degrés il y a 3,5 milliards d'années. Et il y a encore 800 millions d'années, on pense qu'ils étaient autour de 20 degrés, c'est-à-dire beaucoup plus chauds qu'ils ne sont aujourd'hui. Et vous avez ici une évolution de la composition de l'atmosphère entre le début de la Terre, ici, hein, on ne savait pas trop ce qu'il y avait, hein, mais à partir de 4,5 milliards d'années jusqu'à aujourd'hui, et vous avez l'évolution de chacune des molécules avec l'oxygène, le dioxyde de carbone, l'eau, etc., et le méthane. Et ce qui est frappant de voir, c'est qu'il y a une période de transition entre 3 et 2 milliards d'années, où tout d'un coup, l'oxygène commence à augmenter. Ben, ce qu'on voit ici, c'est bien sûr la contribution des archéobactéries, des algues rouges, qui ont transformé la Terre, qui l'ont terraformée pour la vie aérobie, à peu près à ce moment-là. Hein. S'il n'y avait pas eu une première forme de vie qui s'est auto-sabordée, elle s'est suicidée, parce qu'elle ne pouvait pas vivre dans ces déchets. Hein. Donc la vie aérobie, on la retrouve aujourd'hui dans les zones extrémales dont j'ai parlé au tout début de la conférence, et elle a complètement disparu. Et elle a été remplacée par la forme aérobie de laquelle, c'est-à-dire nous. Donc vous voyez, c'est que la vie sur Terre, non seulement il y a de la vie, mais il y a eu plusieurs formes de vie qui se sont succédées et qui se sont adaptées au fur et à mesure des conditions extrémales de la Terre. Et si les cyanobactéries n'avaient pas réduit le CO2 en oxygène, eh bien la Terre ne serait pas habitable aujourd'hui. Et on aurait probablement encore des molécules anaérobies qui tomberaient. Et donc, je reviens au lieu propice à la vie primitive, les sources hydrothermales et ces fameuses zones extrémales. Et donc la vie, elle s'est adaptée. À partir du moment où elle a émergé, elle s'est adaptée aux sources d'énergie. Et vous avez ici une espèce de spirale qui a été créée par Olivia Johnson dans un article de Nature et qui est assez récent, qui explique la vie et l'évolution des différentes sources d'énergie en fonction des formes de vie. Donc on commence au tout début de la vie, on ne sait pas trop, hein, mais on pense qu'ici il n'y avait que la source d'énergie géochimique, c'est-à-dire les océans eux-mêmes, qui pouvaient fournir de l'énergie à la vie. Puis la vie évolue. Deuxième source d'énergie, le soleil, la lumière du soleil, au tout début. Troisième source de forme d'énergie, la lumière du soleil. Quatrième, entre 2 milliards et demi et 2 milliards d'années, l'oxygène qui devient un composé oxydant sur laquelle la vie peut s'appuyer. Donc tout ça ici, c'est la vie aérobie, et puis à partir de là, c'est l'explosion de la vie aérobie et multicellulaire. Et donc là, on retrouve toutes les espèces qu'on voit encore dans les fossiles aujourd'hui, et à partir desquelles on peut remonter. Et donc, on a eu cette vie aérobie, plus toutes les autres, hein, elles s'accumulent, jusqu'à la fin du milliard d'années ici, un petit peu avant, où ici on a la vie qui commence à s'autodigérer elle-même. Hein, donc la viande devient une source d'énergie pour la vie. Donc naissance de la vie compétitive, carnivore, et des gens qui se mangent entre eux. Donc ça c'est des vies avec des molécules complexes et des organismes vivants macroscopiques. Avant ça, les molécules elles font juste se reproduire et se cloner. Donc on a une molécule qui naît et qui se reproduit pendant 25 milliards d'années. Et puis bien sûr, la dernière, c'est l'énergie qu'on fabrique nous-mêmes avec le feu et toutes les techniques modernes qui ont émergé avec la vie finale sur Terre. Alors, revenons un petit peu sur la partie chimique de l'émergence de la vie. Comment fait-on pour fabriquer des molécules à partir des conditions initiales? Tout le monde connaît l'expérience de Urey et Miller de 1953, dans lequel on a reproduit un milieu qui devait ressembler à ce qu'on pensait que la Terre était, et puis on a bombardé d'éclairs et de réactions de claquage électrique, et on a formé toutes les bases de l'ARN, c'est-à-dire toutes les bases azotées, l'uracile, et les dernières expériences qui ont été reproduites de Becker, lui réussit à faire à peu près toutes les molécules dont on a besoin de faire la vie. Donc on a très bien pu fabriquer ça sur Terre très, très facilement, il y a 4 milliards d'années. Et aujourd'hui, on sait même faire davantage que ça, on sait fabriquer des membranes
donc des membranes, des polymères abiotiques, qui se forment tout seuls. Donc là, vous avez l'impression que vous avez un milieu de bactéries, mais en fait, ce n'est pas des milieux bactériens, c'est un milieu complètement abiotique, stérile, qui s'est auto-formé sous forme de membranes tout seul, en se refermant uniquement avec les propriétés de ces molécules, une propriété qui aime l'eau d'un côté et qui n'aime pas l'eau de l'autre, et donc qui se referment pour former ces bulles, et donc qui sont des milieux extrêmement riches en molécules, et qui peuvent avoir des réactions biochimiques catalytiques qui se développent. Et donc ces premières membranes, elles ont été fabriquées dès le début du XXe siècle, en 1922, à partir de lipides. Alors là, on est encore étape 2-3, chimie prébiotique. Et là, passer de l'étape 3 à l'étape 4, on ne sait pas encore faire. On ne sait pas encore partir des membranes et de toute la chimie prébiotique et aboutir à un début de codage ARN. Ça, c'est vraiment la grande hypothèse, comment le code génétique a commencé à se former. Tout ce qu'on sait, c'est que la vie originelle, anaérobie, c'est une vie qui est fondée sur le codage ARN, qui n'est pas le codage ADN que l'on utilise aujourd'hui dans nos molécules. Et donc, on sait qu'il s'est passé quelque chose entre l'ARN et l'ADN, et les deux se sont développés de façon parallèle. Et au début, l'ARN était beaucoup plus efficace, puis finalement l'ADN a gagné. Le système de codage a fini par gagner sur l'ARN, mais a intégré les propriétés de l'ARN dans le système de codage ADN, et maintenant on utilise les deux. Et donc, on essaie de concentrer le problème dans la création de ce qu'on appelle un ancêtre commun universel, donc le dernier ancêtre commun universel entre les différentes formes de vie qu'on appelle l'UCA. Et donc on essaie de trouver ce l'UCA dans les sédiments, dans les zones les plus profondes, mais c'est compliqué parce que les fossiles ne contiennent pas d'ADN. Alors, autre exemple de la complexité nécessaire pour passer de l'étape 3 à l'étape 4, et donc de savoir comment faire pour y arriver, il faut d'abord inventer le code génétique lui-même, donc la molécule clé de l'ARN. Et puis cet ARN, il peut se répliquer, il peut se catalyser, il peut s'auto-catalyser, il peut stocker de l'information, donc il a toutes les propriétés dont on a besoin pour faire émerger la vie et faire émerger le programme. Et donc on doit avoir cet ARN, le créer, et puis ensuite il faut créer une espèce de métabolisme primaire à l'intérieur d'un local clos par une membrane, et donc faire ça artificiellement. On ne peut pas injecter de la vie dans notre système, il faut vraiment le faire à partir de zéro. Et le faire avec cette fameuse propriété de pression sélective sur une population d'ensemble d'ARN. Alors, comme faire émerger l'ARN à partir de rien, c'est pas possible, on va prendre l'hypothèse qu'il y avait un peu d'ARN, peut-être de source spatiale, et que cet ARN, on l'utilise pour essayer de faire des petites réactions. Et il n'y a pas très longtemps, en 2022, ça y est, j'ai tout cassé. Ça arrive. En 2022, à partir de la fin des années 90 et aujourd'hui la dernière équipe qui a réussi à fabriquer des molécules d'ARN synthétiques l'ont fait dans des milieux abiotiques. Donc on commence à savoir fabriquer des molécules d'ARN à partir de molécules initiales plus simples, et ces molécules d'ARN vont se répliquer, se reproduire, et donc on va avoir un phénomène catalytique qui va fabriquer de plus en plus de ces brins d'ADN qui se sont auto-fabriqués. Donc vous voyez, on commence à savoir fabriquer des briques de programmes à l'intérieur de ces zones chimiques. Voilà, donc on progresse de ce côté-là, on pense qu'on a compris les mécanismes de base qui permettent de créer des brins d'ADN. On est en 2022, on n'a pas encore fait la vie. Et là où on doit arriver, c'est là. On doit arriver à essayer de fabriquer un truc qui ressemble à un ribosome, qui est, donc là vous avez la fonction de toutes les parties qu'on observe dans un ribosome, dans un noyau d'une cellule, avec l'usine qui va fabriquer les enzymes et tous les composés que l'on connaît. Et donc, l'usine qui fabrique les protéines dans la vie
le métabolisme, il est là. Donc il faut réussir à créer ça. Voilà. Donc la bonne chose, c'est qu'on a compris comment fonctionnent tous les éléments et la façon dont ils sont nécessaires pour participer à la fabrication des enzymes. Le problème, c'est que quand on fait la biochimie de ce truc-là, ça ressemble à ça. Voilà. Et donc, on a compris comment ça marche, mais pour le fabriquer, c'est pas simple. Hein. Et donc, on n'a pas encore résolu tout le problème. Hein. Mais bon, on progresse. Et donc, une fois que le ribosome a été inventé, on sait fabriquer des molécules, eh bien, on pense que le mécanisme naturel qui intègre naturellement l'évolution et l'intégration, la construction du code, ce sont les virus. Hein. Les virus, ce sont des brins d'ARN complexes qui mutent, on ne sait pas pourquoi, et puis ensuite s'intègrent dans la chaîne vivante. Et un virus qui a réussi, c'est un virus qui entre dans le code génétique d'une espèce et qui lui sert à quelque chose. Donc lui, il se reproduit. Et la vie a intégré les propriétés intelligentes de ce virus pour les utiliser. Alors, on observe des bactéries qui vont intégrer les virus, qui vont complètement désosser le virus, récupérer les gènes et les intégrer directement dans leur code génétique. Donc les bactéries savent le faire. Et en fait, les virus font ça aussi sur nous. Le Covid a aujourd'hui réussi. Il est sous une forme qui est extrêmement contagieuse, mais relativement bénigne pour nous, c'est un gros rhume, alors qu'au début, quand il est arrivé, c'était un virus qui se reproduisait plus difficilement et qui était extrêmement dangereux. Et donc, tout virus qui a réussi commence par être dangereux, puis finit par stabiliser et s'intégrer dans la chaîne de vie et intégrer la vie de tous les jours. Et s'il a raté, il a tué son porteur, ce qui était le cas au début. Voilà, donc on pense que les virus, ils agissent comme ça sur la vie pour intégrer toutes ces propriétés, avec des exemples extrêmement connus sur les molécules. Et donc, avec cet ARN qui est intégré dans le code ADN, on a un mécanisme qui fonctionne assez bien avec les virus. On sait fabriquer des molécules d'ARN, et donc on a à peu près ce qu'il faut pour créer des programmes ARN, ADN qui vont finir par générer du cas. Voilà. Donc ils vont finir par générer du cas, ça c'est quelques millions d'années, de centaines de milliards de réactions catalytiques, compétitionnées dans un milieu extrêmement dense. Avec des virus qui facilitent l'intégration des codes génétiques d'une bactérie à l'autre et d'un système de vie à l'autre. Et finalement, on voit apparaître ce LUCA. Alors d'un point de vue biochimique, on ne sait pas encore faire les expériences. Je pense que l'avenir de la biochimie est un petit peu le même que l'avenir de la modélisation en astrophysique, c'est-à-dire qu'on va finir par fabriquer des modèles informatiques pour gérer cette complexité comme on le fait dans l'astrophysique pour gérer la complexité de la gravitation, avec beaucoup plus de règles et beaucoup plus de lois que simplement la gravitation en astrophysique. Donc c'est un problème qui est plus complexe, mais on va avoir du mal à faire des expériences qui font émerger la vie à partir de rien. Voilà, et donc je finis par ce qu'on pense aujourd'hui avec la linguistique être les 3 formes de vie qui ont émergé sur Terre et qui ont réussi, et qui existent encore aujourd'hui. Donc la première étant les archées, donc molécules monocellulaires anaérobies, qui ont, entre les archées et les bactéries, créé toute l'atmosphère terrestre dans les 30 premiers milliards d'années. Et puis, quand l'atmosphère est devenue trop toxique, elles se sont réfugiées dans des zones protégées, et les eucaryotes, c'est-à-dire la vie à base d'ADN avec des membranes solides et des noyaux, a pris le dessus, a intégré les propriétés de ces 2 bactéries pour former la vie qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, on pense que cette lecture de l'émergence de la vie sur Terre est probablement celle qui est la plus proche de ce qui s'est passé. À la fois par l'analyse génétique de chacune des formes et la cladistique, c'est-à-dire les propriétés de chacun des bactéries et des formes de vie qu'on retrouve dans ces 3 familles. Alors, ça boucle un petit peu la partie émergence de la vie sur Terre. Quelle heure est-il ? Combien de temps reste-t-il ? Bon, comme d'habitude, j'ai trop parlé. Mais
Je vous propose maintenant de voir un petit peu où en sont les domaines de recherche sur la vie ailleurs dans l'univers que sur Terre. Et puis, on le sait maintenant, je vous l'ai dit, la Terre elle cessera d'être habitable dans 800 millions d'années. Que va-t-on faire, hein? Donc là, on parlera un petit peu de la facilité ou non de voyager dans notre univers avec les technologies d'aujourd'hui, surtout ce qu'on a besoin de développer pour que ça marche. Donc, y a-t-il de la vie dans l'univers? Eh bien, il y a une première conjecture qui est très connue parmi les astrophysiciens, qui s'appelle la conjecture de Fermi, et qui apparemment a été aussi émise par Tsiolkovsky, qui était un précurseur des lanceurs russes. Et donc, ces personnes ont dit, s'il y avait des civilisations extraterrestres, le représentant devrait être déjà chez nous, hein, on aurait dû être visité. Pourquoi ne sont-ils pas là, hein? Parce qu'on a beau voir des tas d'ovnis, quand on va regarder de plus près, il n'y en a pas. Donc, pourquoi ne sont-ils pas là? Et en fait, il y a des réponses très simples à cette conjecture. La première, c'est qu'il n'y en a pas, hein, tout simplement. On est tout seul. Et que quand il y en a, les civilisations techniques, elles sont hyper rares. Hein, on est quelques-uns dans la galaxie. Et elles ne durent pas longtemps. Alors nous, ça fait 100 ans qu'on dure, hein, qu'on émet des radiations, etc. Mais ça fait 10 000 ans que la vie civilisée a émergé sur Terre. 10 000 ans, c'est très court. Hein. C'est un train d'onde de 10 000 ans. Si on a une guerre nucléaire qui éradique toute la vie intelligente et qu'on se retrouve au niveau qu'on était il y a même 150 ans, personne ne pourra nous détecter. Ce qui veut dire que la durée de vie maximale d'une civilisation fixe la durée pendant laquelle on peut la détecter. Et si c'est court, c'est très compliqué à faire. Et puis, l'autre hypothèse, c'est que nous ne sommes pas seuls, mais elles ne nous ont pas encore trouvés, parce que c'est pas facile de nous trouver. Hein, parce que nous aussi, on cherche et on ne trouve pas. Ou alors, elles se cachent. Hein, elles n'ont pas envie qu'on les voit, et elles se cachent pour être sûres qu'on ne les voit pas. Alors, elles se cachent. Il y a un très bon roman de science-fiction qui s'appelle La forêt sombre, qui a été écrit par un Chinois il n'y a pas très longtemps, qui a développé de façon très intelligente cette hypothèse ici. Sur une base très simple, de dire que sur Terre, la vie la plus intelligente qui s'est développée n'a pas eu un effet extrêmement positif pour toutes les autres espèces. Hein. Et donc, le paradigme qui prétend qu'une vie intelligente développée est aussi altruiste, éthique, et protège ce qu'il y a en dessous, sur Terre, ça ne marche pas bien. Donc pourquoi est-ce que ça marcherait mieux ailleurs? Et donc le corollaire de cette hypothèse, c'est de dire que vivons heureux, vivons cachés. Hein, parce que si jamais une espèce extraterrestre nous tombe dessus et qu'elle est un petit peu plus évoluée que nous, on va finir dans leur garde-manger. Et donc, c'est une des hypothèses très sérieuses qui nous disent il ne faut pas le faire. Bon, pour autant, on peut essayer d'évaluer le nombre de vies extraterrestres qu'on a sur Terre, et là on utilise en astrophysique ce qu'on appelle l'équation de Drake. L'équation de Drake, c'est pas vraiment l'équation, hein, c'est juste une mise sous forme formelle d'un nombre d'hypothèses dont on a besoin pour que la vie existe, au moins sur Terre. Hein. Et donc le n ici, c'est nombre de civilisations extraterrestres dans notre galaxie avec qui on peut entrer en contact, donc qui ont déjà développé la technologie. Donc le R étoile, c'est le nombre d'étoiles en formation par an dans notre galaxie, donc très peu aujourd'hui. Le FP, c'est la fraction de ces étoiles qui possèdent des planètes, alors on peut dire que c'est à peu près 1 aujourd'hui. Le NE, c'est le nombre moyen de planètes par étoile, okay. Et ces planètes qui sont en zone habitable, c'est-à-dire potentiellement propices à la vie. FL, c'est la fraction de ces planètes sur laquelle la vie apparaît effectivement. Hein, c'est pas parce que la planète est habitable que la vie apparaît. FI, la fraction de ces planètes sur laquelle la vie apparaît et qu'elle est intelligente, c'est-à-dire avec qui on peut communiquer. Intelligente, qui suppose qu'elle va développer une forme de communication, c'est le FC. FC, la fraction de ces planètes capables et désireuses de communiquer, hein, ceux qui ne se cachent pas. Puis enfin, L, c'est la durée de vie moyenne d'une civilisation en années. En fait, vous pourrez penser à des hypothèses supplémentaires, hein, à des propriétés que vous ajoutez. Le fait est que vous avez tellement de paramètres que juste en changeant les valeurs, vous pouvez tomber sur 1 ou 1 milliard, ou 100 milliards. Hein. Donc en fait, vous pouvez mettre tous
toutes les hypothèses se valent. Hein. Après, il ne faut pas que ce soit moins de 1, hein, parce qu'on sait qu'on existe. Donc ça, c'est sûr. Tout le reste, voilà. Et donc, c'est pas évident hein, de savoir si, effectivement, il y a des civilisations extraterrestres. Et pourtant, on cherche. Alors, vous vous souvenez, je vous ai montré ça dans le module sur la cosmologie. Ça, c'est la zone de pollution électromagnétique de notre monde à nous. Et cette zone-là, ici, là, qui est fait 70 ans, on va dire maintenant 100 ans de rayon, en années-lumière, c'est le petit point que vous avez ici. Voilà. Et vous avez la taille de notre galaxie, qui fait environ 100 000 années-lumière de côté. Donc nous, on doit survivre pendant 100 000 ans pour être capable de savoir s'il y a des vies intelligentes autour de nous, à cet endroit-là par exemple, hein, ailleurs dans notre galaxie. Donc c'est pas facile à faire, hein. Ça met du temps. Et bien ça, je vous l'ai déjà dit, hein, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Voilà, donc je ne vous refais pas l'espace, mais on n'a pas envie d'être le lapin des loups qui nous cherchent. Hein. Donc, alors, ça c'est pour la recherche de la vie. Pour l'instant, on n'a rien trouvé. On a eu dans les années 60 un coup au cœur en se disant ça y est, on a trouvé, quand on a détecté les pulsars. Les pulsars qui sont les étoiles qui tournent autour d'elles de façon très régulière. On s'est dit c'est pas possible que ce soit un phénomène naturel. Et bien c'était juste un champ magnétique qui tournait autour du cœur d'une étoile morte et on appelle ça les pulsars. Et ça a donné le prix Nobel au patron de la doctorante qui avait trouvé. Elle n'a pas eu le prix Nobel, hein, Jocelyn Bell, que dalle, mais son patron qui n'a rien fait, lui il l'a eu. Autre temps, voilà. Ça a un peu changé aujourd'hui. On est dans les années 60. La Terre existe sur Terre, on sait qu'on est là pour quelques millions d'années, et après, il faudra aller ailleurs. Hein. Et donc l'humanité sera peut-être l'origine de la panspermie dans notre galaxie. C'est-à-dire, on sera peut-être capable de voyager ailleurs que dans notre planète et de s'y installer pour se développer. Et donc, ça veut dire que, on doit détecter toutes les planètes qui peuvent être habitées, ou habitables, hein, qui peuvent nous accueillir, et 2, il faut y aller. Donc dans un premier cas, on cherche, on trouve beaucoup de planètes habitables. Dans le deuxième cas, on a encore du travail à faire. Alors, l'habitabilité. L'habitabilité, c'est défini grossièrement comme étant les planètes qui accueillent de l'eau liquide avec une atmosphère associée. Et donc vous voyez la zone d'habitabilité dans le système solaire, le Soleil il est là, c'est la petite zone bleue qui est là. Puis un petit peu plus vers la zone un peu plus claire, quand on élargit un petit peu la définition en disant qu'il peut peut-être y avoir des océans souterrains ou des choses comme ça, ou des épisodes d'eau liquide, pas permanents, mais transitoires sur ces zones-là. Vous voyez que c'est comme pas énorme. Hein. Voilà, la zone habitable, elle est là où on est. Hein. Vénus est trop chaud et Mars est trop froid. Donc on est là. Et c'est le cas aussi dans toutes les autres zones du système solaire. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on peut imaginer habiter dans des satellites autour des grands systèmes. Donc vous avez ici toutes les planètes telluriques, donc celles qui ressemblent à la Terre, Mercure, Vénus, ça c'est une image radar, hein. Vénus c'est pas on pense qu'il y a des volcans actifs, mais en fait là on voit à travers l'atmosphère et on voit la surface de Vénus. La Terre, bien sûr, et Mars, qu'on va visiter régulièrement. Et puis, vous avez ici tous les satellites qui tournent autour des planètes géantes et qui ont des environnements qui sont finalement pas si agressifs que ça, hein, sur lesquels on peut imaginer pouvoir s'installer. Donc, pourquoi pas ne pas aller sur ces satellites qui ont des océans intérieurs, qui ont beaucoup de matériaux organiques, qui ont de l'oxygène, qui ont de l'eau, principalement, sur laquelle on pourrait se mettre autour d'une planète et vivre sur un satellite galiléen ou saturnien. Mars, bien sûr, qu'on étudie beaucoup, mais qui n'est pas une planète très, très accueillante. Hein. On a beau chercher les formes de vie, on ne voit rien. Donc même si au tout début, elle a peut-être formé des molécules organiques, aujourd'hui elles ont disparu, le sol de Mars est extrêmement agressif, très salé, et très mauvais pour toute forme de molécules organiques. Donc terraformer Mars, pas évident. Ok, donc dans le système solaire, on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on pouvait. Hein. Il y a aussi des petites planètes du système solaire qui sont au-delà de Neptune, mais c'est tellement froid que là, vraiment, faut oublier ça. Et donc on regarde ailleurs.
Donc vous avez ici un diagramme qui évolue à peu près tous les mois. Hein. Donc là vous avez la version de décembre, je ne sais pas dire les dates, de août 2022, donc c'est pas si vieux que ça. Et vous avez tous les points qui représentent des exoplanètes qui ont été détectés autour de nous en fonction de la distance entre la planète et son étoile et la masse de la planète, et c'est en unité logarithmique, c'est-à-dire que ici vous avez 1/100 en masse de Jupiter, hein, donc 1/100 de la masse de Jupiter, 1/10 masse de Jupiter et 10 fois la masse de Jupiter, donc c'est relativement massif. Hein. Puis ici vous avez la séparation entre, en unité astronomique entre la Terre et Jupiter. Donc là vous avez la Terre, je l'ai mise là, en fait elle est ici. Voilà. La Terre, elle est un peu plus une unité astronomique, elle est plutôt dans ce coin-là. Hein. Enfin, la Terre est là. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est des planètes qui ressemblent à ça. Et ce qu'on détecte, c'est tout le reste. Hein. C'est des planètes hypermassives, qui ne sont pas forcément profitables pour nous. Et en fait, parmi toutes ces planètes, on a fait la liste des planètes qui sont un petit peu plus grandes que la Terre, on va dire entre 10 et 100 fois la masse de la Terre, et qui sont dans les zones habitables, et elles sont toutes là. Hein. Donc vous avez une quarantaine, aujourd'hui encore, et dont certaines sont autour d'une même étoile. Hein. Donc Kepler, ici, c'est un système avec 7 planètes qui vont de B à F. Et donc ce système-là, c'est le système qui contient le plus de planètes de type terrestre, tellurique, dans des zones relativement propices. Et good for us, hein, Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de nous, qui n'est qu'à 4,2 années-lumière de nous, elle a une planète qui ressemble à la Terre et qui est en zone habitable. Donc quelle chance le système, c'est-à-dire le plus proche de nous, est peut-être habitable. Alors quand on parle d'habitabilité, on est vraiment très très large. Hein. On a développé ce qu'on appelle des index, des indices, qui nous permettent de savoir à quoi elles ressemblent, les planètes. Hein. Et on a ce qu'on appelle le ESI, qui veut dire l'index de similarité avec la Terre, qui teste les ressemblances en termes de masse, d'atmosphère, de température, des choses comme ça. Et donc cet index, la Terre, c'est 1, Mars, c'est 0,7, et Vénus, c'est 0,4. Vous voyez, 0,4, c'est relativement proche de la Terre, et pourtant, c'est pas du tout une planète qui est habitable pour nous. Hein. Et pourtant, on la considère comme à peu près habitable avec notre regard d'astrophysicien. Puis il y en a d'autres. Hein. Le critère d'habitabilité, ici, en supposant qu'on peut survivre dans des conditions très extrêmes. La condition d'habitabilité de la Terre, c'est 0,8. Hein. Le satellite Titan qui tourne autour j'ai oublié qui. Jupiter? Non, c'est pas Jupiter. C'est Saturne, je crois. Je crois que c'est Saturne. 0,6, pas mal. Et puis Vénus, 0,4. Vous voyez, c'est quand même pas... alors, Titan et Mars, c'est 0,6, la Terre, 0,8, Vénus, 0,4. Bon. Et puis ensuite, il y a un autre index qui dit la capacité à développer une complexité de type biologique. Là, vous voyez, la Terre est à 2 ou 1,9 et Mars est à 1,6. Pourtant, il n'y a pas de vie sur Mars. Vous voyez, la validité de ces indices sont vraiment extrêmement étroites. Voilà, donc ce sont la façon dont on essaie de coder la capacité de la vie à se développer et donc de nous, de pouvoir nous développer dans cette vie, mais aucun de ces indices n'est capable de tester la toxicité d'une atmosphère, comme celle de Vénus. Ce sont des phénomènes qui sont attachés à la Terre elle-même. Donc, on peut détecter les planètes habitables, et en déduire les index. Et ici, vous avez un exemple de cet index BCI, donc la complexité biologique pour les planètes dans le système solaire. Et donc, vous avez toutes les corps du système solaire qui ont l'indice le plus haut BCI sur lequel on pourrait être accueilli. Donc, la Terre, Mars, Europe, Titan, Io, tout ça sont des satellites de Jupiter, Saturne et Jupiter, Callisto, Ganymède, Triton, ça c'est Uranus, la Lune et Encelade. Voilà. Et on a fait le même exercice sur des planètes autour de ces étoiles, qui sont des étoiles de faible masse, géantes rouges. Et vous avez donc l'indice BCI pour chacune de ces planètes. Et vous avez qui ont un indice BCI qui est pas mal. Hein. La Terre est à 1,
Et il y en a qui sont autour de encore meilleurs que la Terre. Hein. La Terre 97%, et cette fameuse étoile ici, là, elle est à 1. Et celle-ci est à 87. Donc autour de nous, il y a quand même des objets qui peuvent être intéressants dans le futur. Donc il y en a, et donc il faut y aller. Alors comment fait-on pour y aller? Eh bien, on construit un dispositif qui nous permet d'y aller. Un astronef. Hein. Alors, quelle est notre capacité à voyager dans l'espace? Et donc, j'ai un quiz pour vous. Et je vous demande de répondre honnêtement. Les voyages interstellaires, c'est pour quand? Hein. Et donc, je vous aide. Qui pense que c'est pour dans 10 ans? Ou bientôt? Personne? Qui pense que c'est de votre vivant ou très très proche, hein, disons 30 ans, hein, d'ici trentaine d'années. 1, 2, 3, vous n'êtes pas des optimistes, hein, ici, hein, 3, et qui pense que c'est pour après, hein, d'ici une centaine d'années. Donc l'immense majorité des personnes. Ok, ben écoutez, on va voir quelles sont les étapes à franchir, puis après je vous poserai la question. Donc, première chose, l'univers est grand. Alors ça, on l'a vu ensemble des tas de fois, dans des modules différents. Les distances, elles sont immenses. La Terre à la Lune, il y a 300 000 km, c'est juste à côté de chez nous. Si on devait y aller à une vitesse qu'on va dire, qu'on sait faire aujourd'hui, c'est-à-dire de l'ordre de 100 000 km par heure, hein, c'est la vitesse que l'on peut atteindre avec les sondes spatiales les plus rapides aujourd'hui. On mettrait 4 heures pour aller de la Terre à la Lune. Pour aller de Terre à Mars, qui est à entre 80 et 380 millions de kilomètres, on mettrait 33 jours à 80 millions de kilomètres. Entre Terre et Jupiter, qui est un petit peu plus loin, environ 600 millions de kilomètres, on mettrait un peu moins d'1 an, 262 jours. Entre Terre et Saturne, on mettrait un peu plus d'une année. Entre Terre et Uranus, on mettrait environ 3 ans et 3,2 années. Neptune, 5 ans, et Terre et Proxima du Centaure, à cette vitesse-là, on mettrait 46 441 ans. D'accord? Pour vous donner un ordre de la durée du voyage. Bon, en soi, c'est pas. Hein, c'est juste un fait. Hein. Bon. Et puis la Terre au centre de la galaxie, donc la galaxie elle est à 20 000 années-lumière de nous, on mettrait 216 millions d'années à 100 000 km par heure pour y arriver. Là, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Hein. Mais bon, ça vous donne un ordre d'idée de la durée du voyage. Et donc, la caractéristique de nos spationefs, c'est qu'ils doivent aller vite pendant longtemps. Alors, pendant longtemps, une fois qu'ils sont lancés, ils ne s'arrêtent pas. Hein. Après, il y a le problème de freinage. Hein. Mais bon, supposons que ce n'est pas un problème, on peut les accélérer. Hein. Et une fois qu'ils sont accélérés, il faut aller longtemps. Mais il faut les accélérer quand même beaucoup. Hein. Donc, bon, c'est une des probabilités qu'il faut avoir. Alors, si c'était que ça, bien sûr, c'est pas suffisant. Il faut aussi qu'il soit solide et protecteur. Pourquoi? Parce que l'espace est un milieu très hostile. L'espace, d'abord, il y a du vide. Et le vide, c'est pas bon pour nous. Et puis, il y a des températures très extrêmes, hein, qui vont de moins 200 à plus 100, beaucoup plus que 100 degrés. Et ça, c'est pas bon pour nous non plus. Et puis surtout, il y a un rayonnement permanent, cosmique, intense, de particules énergétiques qui nous bombardent en permanence, les protons, les électrons du Soleil, les particules alpha, tout ça, ça nous traverse, et c'est pas bon pour nous. Et par exemple, si vous lisez cet excellent ouvrage ici, très comique et très drôle, vous verrez que un astronaute, il vieillit en 6 mois d'environ 30 ans, hein, dans l'espace. Donc c'est son vieillissement biologique. Et il est autour de la Terre relativement protégé. Donc nos spationefs, ils doivent être solides, aller vite et être très protecteurs. Ensuite, on ne va pas tout droit. Alors c'est un petit peu une aparté là, mais bon, pour aller d'un point A à un point B, on ne va pas tout droit parce que ça demande beaucoup trop d'énergie. Et pour aller au moins dans le système solaire, on utilise ce qu'on appelle les orbites de Hohmann, que vous avez ici. Et donc, la première chose, c'est que pour sortir de l'orbite terrestre, il faut déjà dépasser une certaine vitesse. Hein, vous savez, vous avez le principe de vous prenez un canon, vous lancez votre boulet, ben, il va retomber, hein, parce qu'il va être attiré par la Terre, il ne va pas assez vite. Donc A et B ils vont retomber,
Et le boulet C, lui, vous l'avez lancé tellement vite que lui, il va tourner en tombant en permanence, mais il ne va pas tomber puisqu'il va trop vite. Et donc, si l'atmosphère ne freine pas, il va se mettre en orbite. C'est le principe de l'orbitage. Pour cette vitesse-là, c'est 42 320 km/h. Donc 40 000, c'est la vitesse qu'il faut dépasser. Donc ça demande de l'énergie. Hein. Je vais vous donner la quantité d'énergie là pour envoyer dans l'espace 1 litre d'eau. 1 litre d'eau, ça demande, pour aller à cette vitesse-là, 62 millions de joules, c'est-à-dire 20 kW. C'est-à-dire environ 2 litres d'essence. Vous me direz, oh, c'est faisable, ça se fait. Oui, mais il faut le fournir. Pour un astronaute qui fait 80 kg, il faut 160 litres d'essence pour l'envoyer à cette vitesse-là dans l'espace. Et ça, c'est que le début. Hein, parce qu'une fois qu'on s'est envoyé en orbite de la Terre, tout ce qu'on a fait, c'est atteindre la vitesse de la Terre autour du Soleil, qui est de quelques 30 km par seconde. Et donc, à partir de la Terre, si on veut aller sur une planète extérieure, il faut ajouter de l'énergie pour que le satellite puisse aller d'une planète à l'autre. Et cette énergie, c'est environ 16 km à l'heure de plus que ce qu'on a utilisé pour envoyer la Terre. Autrement dit, les 10 km par seconde qu'on a atteint ici ne sont pas suffisants, il faut en ajouter 10 de plus. Donc doubler l'énergie qu'on a déjà fournie pour s'extraire du système solaire. Et donc ça fait de l'énergie. Hein. Et ça donne à peu près une vitesse de 100 000 km/h, ce qui est la vitesse des satellites les plus élevés. Puis ensuite, vous savez, quand vous allez de cette orbite-ci à l'orbite rouge, donc l'orbite de la Terre, elle est verte, l'orbite de Mars, elle est rouge, ben vous n'allez pas faire ça. Hein, parce que si vous faites ça, vous allez bouffer toute l'énergie possible et imaginable et ça va être compliqué pour y arriver. Plutôt, vous allez vous mettre de façon tangentielle et vous allez faire ce qu'on appelle une orbite de Hohmann, c'est-à-dire vous allez approcher tangentiellement de la planète quand elle va tourner. C'est ce qu'on appelle les fenêtres de lancement, hein, pour aller d'une planète à une autre. Voilà. Et c'est ça qui vous permet de voyager dans le système solaire de la façon la plus optimale possible et en dépensant le moins d'énergie possible. Bien, donc on arrête la partie. Et là, on va dire quelles autres propriétés on a besoin pour pouvoir voyager dans l'espace. Ça, c'est de la biologie. Hein. On a besoin de gravité, parce que la vie a besoin de gravité, et on a besoin d'être protégé du milieu spatial qui est très mauvais pour nous. Et en particulier, dans l'espace, le corps il perd sa masse osseuse, il perd sa masse musculaire, et sa vision décline. On voit moins bien, on vieillit plus vite, et on est fragilisé par le rayonnement cosmique, donc ce que je vous ai expliqué. Puis en plus, on est des êtres conscients, et donc on a des problèmes psychologiques assez vite. Hein, quand on tourne dans notre sonde spatiale qui fait 3 mètres par 2, on finit par devenir fou. Et donc il y a tout ça qui s'ajoute, dont il faut tenir compte. Et 6 mois dans l'espace, et je vous l'ai dit, un astronaute il vieillit de 20 à 30 ans, ses artères, en raison de tous ces phénomènes. Un voyage aller-retour Terre-Mars, c'est l'équivalent de la totalité de la dose radioactive admise pour la vie sur Terre. Et donc en 6 mois, le monsieur il se mange toute la radioactivité qu'on pourrait manger dans notre vie. Donc faut en tenir compte. Ensuite, vivre dans l'espace, ça demande à minima de l'eau, de la nourriture, des choses comme ça. Donc pour vous donner un exemple, pour vivre dans l'ISS, il faut 450 tonnes de matériel. Donc c'est le poids de l'ISS. Et dans ce poids de l'ISS, on peut compter 100 tonnes de matériel par personne. Vous comptez le nombre de personnes, vous divisez par le total. Et 1 tonne de consommables. Donc 1 tonne d'eau, de tout ce qu'on va utiliser dans notre voyage. Ça c'est dans l'ISS. Et donc régulièrement, à chaque nouvelle personne, il faut rajouter ces tonnes de consommables en même temps qu'on monte la personne. Donc les 100 kg de la personne, il faut rajouter 900 kg de choses. Alors tout ça, évidemment, ça nous dit qu'il faut augmenter nos capacités techniques. Alors que sait-on faire aujourd'hui dans les capacités techniques, et bien ensuite comment on peut réduire les risques. Alors il y a eu un livre très intéressant écrit par Bernard Werber où il a étudié cette question assez en détail, et lui il aime bien rentrer dans le détail un peu physique, donc c'est assez réaliste. Ça s'appelle Le papillon des étoiles, donc je vous conseille de le lire.
Et lui, il prend une hypothèse plausible, deux hypothèses. La première, c'est qu'il faut voyager vite, à 600 000 km par seconde. Donc il faut accélérer notre vaisseau à peu près 20% de la vitesse de la lumière. Et là, on commence à avoir des effets intéressants, hein, puisque le temps se dilate, donc en fait, on vit plus longtemps. Mais pour faire ça, hein, pour accélérer 1 litre d'eau à 60 000 km par seconde, il faut 500 tonnes d'essence. Là, on n'est plus dans le litre d'essence qu'on avait tout à l'heure. Hein. On est dans quelque chose de relativement costaud. Pour aller à Proxima du Centaure, à 20% de la vitesse de la lumière, on ne mettrait qu'un peu plus de 20 ans. Donc là, ça commence à être un voyage qui est faisable. Hein. Donc c'est la première hypothèse, et évidemment 21 ans, on ne peut pas nourrir quelqu'un pendant 21 ans, on ne peut pas apporter 20 ans quelques milliers de tonnes de nourriture à la personne, et donc il faut l'endormir. Hein. Il faut trouver une méthode pour baisser son métabolisme de façon à ce qu'il consomme moins, et avoir des périodes d'hibernation qui durent un certain temps, puis on réveille, puis on se rendort, etc. Donc le voyage dure moins longtemps, c'est moins ennuyeux, et puis on consomme moins. Première stratégie. Deuxième stratégie, eh bien on fabrique une colonie spatiale qui va s'auto-générer et auto-vivre. Donc c'est l'hypothèse des stratégies de colonie. Donc on fabrique un vaisseau qui peut s'auto-entretenir. Et donc on voyage longtemps. Donc au lieu de voyager à 60 000 km par seconde, on voyage qu'à 3 000 km par seconde. Hein, donc c'est relativement peu, c'est plus que ce qu'on sait faire hein, aujourd'hui. Mais on peut se dire, ça c'est technologiquement faisable. On a 1 litre d'eau pour une tonne d'essence, donc ça c'est quelque chose qui est relativement facile, qu'on peut imaginer. Sauf que le voyage dure 430 ans, donc quelques générations de personnes qui se reproduisent et qui espèrent arriver au bout. Voilà. Donc ça c'est la stratégie de la colonie, alors assez intéressante. Cette stratégie de colonie, elle est beaucoup plus ancienne que celle-ci. Au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, Tsiolkovsky, le monsieur de Tsiolkovsky et Fermi, lui, il a étudié cette hypothèse-là. Et vous voyez l'influence du mode de pensée sur les choix. Hein, parce que lui, il n'avait aucunement l'imagination de se dire qu'on pouvait arriver à la vitesse de la lumière. Donc il s'est dit, il n'y a qu'une seule stratégie possible, c'est celle-ci. Et 100 ans après, Werber lui dit, non, cette hypothèse-là, elle est quand même plus intelligente que celle-ci. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est probablement plus facile à faire que de voyager en colonie. Et donc, notre vision du problème, il dépend de l'époque dans laquelle on est. Alors quand même, on se dit, quelle source d'énergie pourrait nous apporter suffisamment d'énergie pour qu'on puisse accélérer? Et les sources, c'est, pour aller très très vite, c'est évident qu'il va falloir qu'on ait des méthodes efficaces. Et les méthodes efficaces, c'est les méthodes nucléaires. Donc l'énergie nucléaire, pour 40 millions de tonnes d'essence, une tonne d'uranium est équivalente. Hein. Donc pour accélérer à 90% de la vitesse de la lumière, on n'aurait besoin que d'une tonne d'uranium par rapport à 40 millions de tonnes d'essence. Donc là on se dit, waouh, ça c'est faisable. Okay. Et en fait, le voyage, il diminuerait d'autant. Hein. De 4,5 ans à la vitesse de la lumière, hein, ou à 99% de la vitesse de la lumière. Le temps de voyage pour la personne dans le vaisseau, à 90% de la vitesse de la lumière, ce serait que 2 ans. Hein, donc la durée du temps, on va diviser par 2. Ça, c'est un effet de relativité restreinte. Hein. C'est juste parce que le temps, il s'écoule un peu plus lentement. Et à 99% de la vitesse de la lumière, le voyage ne durait que 7 mois. Hein, donc relativement court, si on y arrive. Donc c'est un avantage de la physique. Et donc pour arriver à ces énergies, à ces vitesses, quel facteur de progression a-t-on besoin? Pour la propulsion elle-même, on a besoin de gagner un facteur 100 à 1000 à ce qu'on sait faire aujourd'hui. Pour la protection vitale, on a aussi besoin de gagner un facteur de 100 à 1000 par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui. Alors je ne vous dis pas qu'il y a des solutions, hein, je vous dis que c'est les facteurs qu'il faut atteindre pour que ce soit réaliste. Et puis, accès aux matières premières, et bien là on n'a pas, hein, parce qu'on n'a pas de matières premières, on n'a pas suffisamment d'uranium pour nous permettre de voyager ensemble vers l'espace. Donc là il y a des choses à inventer, et là on a besoin vraiment d'une rupture conceptuelle pour y arriver.
Voilà, juste pour vous donner un ordre d'idée, dans toute l'histoire de l'humanité, d'énergie, de production par personne, pour atteindre ce proximal du Centaure, on aurait besoin de toute cette énergie multipliée par 10 000, fabriquée par l'humanité. Donc ça demande quand même beaucoup d'énergie. Et naturellement, ça dépend de la quantité de personnes. Donc là, on fait le calcul avec 9 milliards de personnes. Voilà. Alors, où en sommes-nous? Aujourd'hui, on en est à SpaceX. Alors, j'adore montrer ça, parce que ce sont tous les ratages de Elon Musk et de sa fusée Falcon, quand il a essayé de la faire redescendre pour récupérer le lanceur. Voilà. Bon, au début, ça ne marchait pas bien. Vous voyez. Mais probablement que de toutes les technologies disponibles, c'est la technologie des lanceurs qui est la plus avancée. Donc là, j'ai mis lanceur, on devrait y arriver. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on saurait faire, si on mettait l'effort. Pour le vaisseau, on n'a pas d'expérience. Donc là, je ne peux pas dire qu'on va y arriver, parce qu'on ne sait pas. L'ISS, c'est vraiment une expérience pour des gens à la maternelle. On a besoin de beaucoup plus que ça. Santé, l'ISS nous montre que c'est un asile, et la mission, on ne sait pas faire, on n'a jamais voyagé dans l'espace. Donc, bon, peut-être qu'on saura le faire. En 2022, c'est encore un peu tôt pour le savoir. Donc, on va arrêter les explosions successives, là, parce que ça finit par marcher quand même. Parce qu'à la fin, il a réussi. Voilà. Après beaucoup. Alors voilà, maintenant, le quiz. Quand pensez-vous qu'on va y arriver? Dans 100, 10, 30 ou 100 ans? Est-ce que vous avez changé d'avis depuis? Oui? Tout le monde est passé à 100 ans? Écoutez, moi je pense que 30 ans pour aller sur Mars, on devrait y arriver. On n'est pas encore dans la vie interstellaire. Et 100 ans, ça passe lentement, on fait beaucoup de progrès. Donc si on n'a pas de guerre entre-temps qui nous détruise nos capacités de création et de progression de notre connaissance, moi je dis 100 ans c'est faisable. Voilà, je vous remercie de votre attention et on s'arrête. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.